Bonjour tout le monde, j'espère que vous m'entendez bien. On va attendre encore une petite minute le temps que tout le monde s'installe. D'abord, merci de votre présence. Je me présente, Maxime Papins, responsable national de la prescription pour donc la société PAM Building, faisant partie du groupe Saint-Gobain. Et nous sommes fabricants de solutions en fonte pour le bâtiment. Et aujourd'hui, je viens vous parler d'une gamme assez spécifique, qui est la gamme qui s'appelle Elixair. Qui concerne une partie énergétique, à savoir le puits climatique, ou autrement appelé le puits canadien ou le puits provençal. On a pu entendre ces dénominations dans le passé. Et j'ai le plaisir de vous présenter 10 ans de retour, même 11 maintenant, de retour d'expérience autour de la vie technique propre au puits climatique. Alors, je vais faire un passage sur qu'est-ce qu'un puits climatique. C'est tout simplement un échangeur géothermique, air-sol. On peut même dire air-sol-air, puisqu'on va travailler sur des systèmes aéroliques. Et il bénéficie en fait de la différence de température qu'on va avoir entre les températures extérieures et celles qu'on va retrouver dans le sous-sol. On est tous déjà allés dans une cave en plein été et on a tous bien senti la fraîcheur de cette cave, ou du moins le différentiel qu'il va y avoir entre l'extérieur et le sous-sol. Et donc avec un réseau de tuyaux enterrés, vous verrez des photos, des images au gré des slides, on va bénéficier de cette température constante pour aller récupérer des frigories ou des calories en fonction de la saison. Moi je vais même plus parler de saison, je vais parler de période chaude ou période froide. On l'a vu ces derniers mois, on était plutôt dans des périodes chaudes. Et donc on va travailler sur ce rafraîchissement passif ou ce préchauffage passif. Je dis passif parce que c'est vraiment, on peut considérer ça très low-tech. Ce sont des tuyaux enterrés. Après il y a toute une partie hygiénique à prendre en considération qui est assez importante. Mais on n'a aucun système énergétique à part l'échange naturel avec le sol. Et donc, il y a 3 points essentiels à maîtriser avec ce type d'installation, que sont la technique, la thermique et l'hygiénique. C'est vraiment les 3 piliers de ce type de solution. On peut voir d'ailleurs une belle photo de notre plus grande installation, qui est en bas de l'écran. Pour vous donner une notion des débits d'air qu'on peut traiter, parce qu'on va parler de débit d'air avec un puits climatique. Là, on est sur une installation à 110 000 m3. À titre de comparaison, une maison individuelle va être autour de 200 ou 300 m3. Je vous laisserai faire la conversion, mais on sait faire des réalisations de taille assez importante. Donc, avec cette application naturelle, passive, on va pouvoir travailler sur une multitude de typologies de bâtiments. Le principe, lui, restera toujours le même. On a un réseau enterré qui est dimensionné en fonction d'un débit d'air. Ensuite, la question, c'est qu'est-ce qu'on va faire de ces frigories et de ces calories ou de cet écrêtement de température? Finalement, plein de choses, avec le même concept. Donc la cible actuellement, où les réalisations principales majoritaires sont plutôt les ERP. On va parler de confort de personnes. Donc voilà, on a des exemples: bureaux, mairies, écoles, maisons individuelles, gymnases, hôtels. Voilà, les sujets sont vastes. Et là, on va travailler sur du confort de personnes via le système de ventilation, qu'il soit double flux ou insufflation d'air. On a par exemple un groupe scolaire à Langon en insufflation d'air à 28 000 m3. Tout le préchauffage et le rafraîchissement va être fait par un puits climatique sur ce groupe scolaire. On va travailler aussi dans l'industrie. Alors l'industrie, c'est très vaste. Pareil pour l'application du puits climatique. On va le retrouver dans des ateliers pour le confort justement des personnes et des personnels, qui sont d'ailleurs pas trop considérés en général dans un atelier. Donc ça amène vraiment un confort au niveau du rendement de cet atelier. On va faire de l'élevage de vin, les chais, on en fait régulièrement. Évidemment, ce que n'aime pas le vin, donc là on parle du confort de biens, évidemment, plus que de personnes. Ce que n'aime pas le vin, c'est les grosses variations de température lors de son élevage. L'application du puits climatique est parfaite pour ce type d'exploitation. Différents dépôts, stockage, donc c'est très vaste. Ça peut être, on a fait du stockage de médicaments, par exemple. Là, on a fait du stockage de fruits et légumes pour un verger. Toujours dans cet esprit de tempérer
ces zones de stockage et d'éviter justement des consommations énergétiques additionnelles comme l'utilisation de ventiloconvecteurs. Sur les chais, en l'occurrence, c'est tout ce qui est utilisation de pompes à chaleur et déshumidificateurs également, puisqu'on comprendra que dans un puits climatique, on a des chocs thermiques, donc on crée de la condensation. On enlève du poids d'eau dans l'air quand un orage arrive, l'hygrométrie explose, on a un gros écart de température. On va enlever jusqu'à 10, 20, voire 30% sur l'humidité relative. Donc on a aussi un écrêtement de cette hygrométrie qui intéresse certaines productions. Une autre application, ça va être les locaux techniques. Donc là, on est vraiment sur des bâtiments qui vont dégager de l'énergie. Je prends pour exemple... on a équipé 33 relais haute tension pour la ligne à grande vitesse entre Tours et Bordeaux, qui alimente en électricité cette section du TGV. Ce sont des relais haute tension qui dégagent beaucoup de chaleur. Donc il y a du kilowatt à dissiper toute l'année. Et donc l'exploitant a trouvé un intérêt à finalement substituer les climatisations par des puits climatiques. Et effectivement, là, on a un retour sur investissement qui est très rapide sur ce type d'exploitation, puisqu'on vient en lieu et en place d'une solution active, et donc de supprimer toutes les consommations autour de ces locaux techniques. On fait des serveurs aussi, des petits serveurs. Le dernier en date, c'est un lycée du côté de Nantes, à Nord-sur-Erdre. On ne fait pas les salles de classe, on fait le serveur. Pareil, toujours dans l'esprit d'aller limiter les consommations d'énergie actives et de les remplacer par du passif comme le puits climatique. Et puis là, je vous ai mis différentes photos de réalisation avec les débits d'air. Donc ça peut être une crèche à 2500 m3, une maison à 300 m3, voilà, et vous l'avez entendu, jusqu'à 110 000 m3 sur la métropole. Quelques chiffres autour de tout ça, puisqu'on parle de retour d'expérience ici. Je l'ai évoqué tout à l'heure, on est sous avis technique avec cette gamme Elixair, donc avis technique CSTB, qui nous permet aujourd'hui, qui permet surtout aux entreprises et aux parties prenantes comme les architectes, maîtrise d'ouvrage, etc., d'avoir une garantie autour de la solution, puisqu'aujourd'hui elle n'est pas réglementée. Donc le fait d'être sous avis technique va permettre aussi le déploiement d'une décennale par l'entreprise. Donc ce qui est aussi un sujet hyper important. Je fais un point sur l'avis technique, puis je vais vous parler de ces quelques chiffres ensuite. Donc délivré par le CSTB en 2011. Il nous a fallu un peu plus de 2 ans de R&D pour obtenir cet avis technique. Aujourd'hui, on est encore et toujours les seuls sur le marché à en détenir un. On serait très heureux de voir d'autres industriels ou d'autres fournisseurs venir avec une solution avis technique. Et avant d'obtenir cet avis technique, comme je disais, 2 ans de R&D, un peu plus de 2 ans, et particulièrement sur des tests de qualité d'air, puisqu'il y a encore beaucoup d'idées reçues sur le puits climatique, et c'est pas faux. Quand les règles ne sont pas bien respectées, il peut y avoir des problématiques de mauvaise odeur ou autres, ou de non-performance, mais là sur l'hygiène. Il peut y avoir, suivant les matériaux, des composés organiques volatiles, une mauvaise étanchéité, on peut se retrouver avec du radon dans certaines zones. Donc vraiment ce sujet de l'hygiène, le traitement du condensat, est un gros point, traité par l'avis technique justement, puisqu'il nous a fallu attendre l'exploitation sur 3 sites, avec des relevés de qualité d'air quadriannuels, justement concernant le développement fongique, bactérien, COV, radon, pour s'assurer justement de la pérennité du système et en plus de la performance thermique, de ne pas polluer l'air, tout simplement, de façon active. Donc pour revenir sur ces quelques chiffres, là j'ai pris un échantillon un petit 140 réalisations, là 138. On a une répartition marché public-privé, donc là je parle du secteur France. On travaille aussi à l'étranger. Donc voilà, sur cette répartition, 58 projets étaient privés et 79 publics. Donc on a une répartition quasi égale. Sur ces 138 sites, on voit bien que la partie publique en mètres cubeurs, c'est-à-dire en volume d'air traité, va être beaucoup plus importante que la partie privée. Il y a plusieurs raisons à ça.
Dans la partie privée, j'ai intégré les maisons individuelles. On l'aura compris, les débits sont relativement faibles. Et dans la partie publique, quand on va faire un groupe scolaire, on va tout de suite parler en plusieurs dizaines de milliers de mètres cubes à traiter. Donc forcément, il y a un écart, pas par rapport au nombre, mais plutôt par rapport au volume d'air. Ensuite, au niveau là j'ai fait un ratio des pourcentages de quantité de projets qu'on va avoir en bleu et le pourcentage en mètres cubeurs qu'on va avoir en orange à droite du slide. Et on voit dans cette répartition ensuite, donc là c'est la segmentation du marché, on va voir tout de suite, allez, on va dire 3 typologies de bâtiments qui vont être entre guillemets entre ce ratio de quantité de mètres cubeurs traités relativement importante. Le premier, on le voit, c'est l'industrie. L'industrie, tout ce qui est labo, stockage, forcément un nombre moyen de réalisation, par contre un fort taux de mètres cubeurs traités et donc autant d'énergie sauvegardée de par la solution plus climatique. On va retrouver aussi tout ce qui est éducation, crèche, collège. Voilà, ça c'est vraiment l'un des secteurs de prédilection de l'exploitation du puits climatique. On a tous entendu parler des problèmes d'inconfort estival des élèves dans les salles de classe. Vous avez des baies vitrées, vous êtes 30 dans une salle, vous avez du soleil au mois de mai, il va y faire très chaud dans cette salle. La climatisation n'est pas autorisée sur la partie scolaire. Donc forcément, le puits climatique va vraiment apporter ce confort aux personnes qui est nécessaire et qui me paraît évident de nos jours. Puis on va retrouver aussi une partie plus privée que sont les bureaux. C'est pareil, les bureaux vont avoir des consommations assez importantes, des besoins énergétiques évidemment. On va parler du confort de personnes et justement cette partie confort, on va avoir aussi un rendement au travail. Forcément, quand on est en inconfort, personnellement on l'a tous vécu, on ne se sent pas bien, on n'arrive pas à se concentrer, on transpire, que sais-je, je ne vais pas faire la liste, mais enfin je pense je peux faire appel à votre expérience personnelle. Et forcément, le fait d'aller ventiler et rafraîchir de façon passive, on va avoir aussi une notion de confort importante. Et donc, on va se sentir bien au travail, donc on travaillera mieux. Donc, ça intéresse aussi beaucoup les chefs d'entreprise. On fait pas mal de sièges de société par rapport à ça. Je n'ai rien contre la climatisation, mais quand vous avez un flux d'air froid, quand vous êtes au-dessus d'une cassette, vous avez envie de décaler votre chaise pour vous éviter ce fameux courant d'air. Quand on va le faire avec un traitement puits climatique, on va avoir des vitesses de ventilation relativement faibles et une homogénéité du confort dans la pièce. D'ailleurs, sur ce confort de personne ou de bien, je parlais du vin tout à l'heure, il y a un sujet important, c'est l'hygrométrie aussi. Si vous prenez une pièce à 25-26 degrés, à 80% d'humidité, vous ne vous sentez pas bien. Vous réduisez cette humidité sans toucher à la température, vous vous sentirez mieux. Donc l'intérêt du puits climatique va aussi être cette notion de confort que j'évoque depuis tout à l'heure. On peut l'expliquer par la physique. Voilà ce que je viens de vous dire là. C'est ce qu'on peut appeler du confort. Et donc du coup de mettre un concept physique en face d'une sensation, on comprend tout de suite mieux l'intérêt de l'application. Alors, c'est bien de parler d'écrêtement, de sensations de confort, etc. Mais enfin, qu'est-ce que ça m'apporte aussi, moi, d'un point de vue énergétique? On pourrait parler de facture ensuite ou de retour sur investissement. J'ai hâte d'avoir vos questions tout à l'heure. Tout d'abord, il y a une bonne nouvelle. C'est-à-dire que aujourd'hui, le puits climatique est valorisé dans la réglementation environnementale 2020, ce qui n'était pas le cas en RT 2012. Et ici, j'ai fait une extraction d'une étude de cas sur une crèche. J'ai pris une zone climatique H3, la partie méditerranéenne, qui me paraissait la plus probante. Et on a testé cette crèche sur différentes bases, donc une base traditionnelle de calcul RT. Ensuite, on l'a mouliné avec un scénario RE 2020 sans canicule et un scénario RE avec canicule. Et on a regardé uniquement l'indicateur DH. C'est le degré-heure d'inconfort. Ça, c'est un gros avantage de la RE 2020, c'est qu'elle maintenant elle prend en considération un peu mieux que le TIC de la RT 2012, pour ceux qui connaissent ce sujet. Et ce DH, on va avoir donc ce fameux degré-heure d'inconfort.
et sur une base donc, traditionnelle de bâtiment, et ensuite on y a ajouté une double flux et l'association d'un puits climatique. Et on s'aperçoit que cet indicateur degré heure d'inconfort, on va prendre le cas le plus extrême avec la canicule, donc en bas du tableau qui est en haut à gauche, on passe de 3155 heures d'inconfort, de DH, on va chuter à 680. Donc sur ce cas de figure-là précis, on n'est pas réglementaire sur le premier indicateur, et on chute de plus de presque 80% au niveau de l'inconfort sur la réglementation environnementale. Donc ce qui montre bien ici l'intérêt de l'exploitation d'un puits climatique en phase caniculaire ou non. On le voit aussi de 83%, cette baisse de degré heure d'inconfort lors d'une phase non caniculaire en RE 2020. L'autre tableau en bas à droite du slide, ça c'est une extraction que nous avons faite faire par le bureau d'études Transsolar avec un outil de simulation qui s'appelle TRN6, qui est assez poussé en termes de simulation thermique. On y a pris une maison France Confort, la plus vendue en France, et on s'est amusé, entre guillemets, à comparer les gains énergétiques sur une chaudière gaz. Donc ça date un petit peu maintenant, et on l'a associé à une ventilation mécanique d'insufflation. Donc sur la crèche, on était sur une double flux, sur la maison, là on est sur une VMI. Et on s'aperçoit qu'avec ou sans puits climatique, on va avoir écrété les besoins de puissance au niveau du chauffage, tout simplement. On a baladé cette maison sur différentes zones climatiques, Paris, Lyon, Strasbourg, Nantes, pour regarder justement ces gains énergétiques en chauffage. Et on s'aperçoit qu'on est sur Nantes, on va être à 18% de gains énergétiques. Et puis si je prends Strasbourg, qui est l'extrémum, on va être à 27,5 d'appel de puissance en moins. Donc c'est autant d'énergie consommée en moins sur la partie hivernale. On y a aussi considéré la consommation de la perte de charge du puits climatique, parce qu'il y a une colonne d'air quand même, il faut la tirer avec le système de ventilation. Et reporté au mètre carré, on est à 0,43 watts du mètre carré de consommation énergétique pour l'exploitation du puits climatique. Donc on comprend bien que là, le rendement, il est quand même très efficace. Donc plus vous allez exploiter votre puits sur des périodes froides, plus vous allez économiser d'énergie et donc de production énergétique. C'est pas le bon bouton. Voilà. Ici, je vais vous présenter un retour d'exploitation. Je vais me mettre un peu sur le côté pour mieux le voir avec vous, quoique je l'ai là. Donc on a ici 3 campagnes de relevé de température sur des bureaux à Colmar. Donc Colmar dans l'Est, en Alsace. Donc on va voir des couleurs. Donc sur les premières courbes, tout en haut, on va avoir une période estivale, c'est-à-dire en rouge les températures extérieures. Alors, je ne sais pas si on voit bien, mais on a des pics régulièrement au-dessus de 30 degrés. Donc en rouge, on a la température extérieure. En jaune, donc de façon assez régulière, c'est la température du sol, parce que le puits climatique, en général, est implanté à 2 mètres de profondeur. Alors on peut aller plus profondément, c'est même très intéressant d'aller plus profondément, mais le ratio coût d'installation et gain énergétique à 2 mètres est déjà très intéressant. Si on peut aller à 3 mètres ou à 4 mètres, il ne faut pas hésiter. Donc en jaune, on a cette température de sol, et en bleu, on a la température à la sortie du puits climatique, donc en entrée du système de ventilation. Là, on comprend aisément l'écrêtement qu'on va avoir au niveau des températures extérieures. Donc ce puits-là, il est en diamètre 200, 450 mètres cubeurs, 30 mètres de long. Celui-là, il est en ligne droite. On peut aussi le travailler en U, en L, au niveau de l'implantation. Et on a, par exemple, un pic à 33,5, donc en plein milieu de la courbe, un sol à 18 degrés, on sort à 21 du tuyau. Donc on a gagné entre 11 et 12 degrés sur l'air extérieur, et ce à titre gracieux, puisque c'est un échange passif. On n'a pas d'autre chose qui entre en jeu à part l'échange naturel avec le sol. C'est dommage, on a arrêté la campagne, mais le dernier point qu'on a sur cette courbe, c'est on est à 35,5 extérieur, et on sort à 22,3 du puits climatique. Donc là, on a un delta quand même qui est au-delà de 13 degrés. Encore une fois, ça, c'est un rafraîchissement tout à fait gratuit. Et donc, associer
Le puits climatique a un bon système de ventilation avec un bon taux de brassage d'air dans un bien. Donc ça, c'est à calculer en fonction de son inertie, très important. Eh ben, on va pouvoir maintenir entre 80 et 100% des températures de confort en été dans n'importe quel type de bâtiment. Donc le ratio, oui, c'est 80 à 100%. Ensuite, ça va dépendre de la place disponible, de la gestion énergétique, etc. Ensuite, on a deux courbes. Donc janvier 2016, janvier 2017, sont deux hivers tout à fait différents sur le même site. Et là, je vous demanderai de regarder la température de sol. En janvier 2016, voilà, on a, donc en bleu, on a les températures extérieures, en jaune, le sol, et en rouge, la température en sortie de pluie. Et on voit un pic à -5, un sol à 12, on sort à 7 degrés. Donc finalement, sur votre renouvellement d'air neuf, qui est nécessaire, hein, vous avez des occupants, il faut renouveler l'air pour respirer, au lieu d'avoir un air qu'il va falloir chauffer de -5 à 19 degrés, col roulé oblige, on va commencer de chauffer à partir de 7 degrés plutôt que -5. Donc forcément, votre appel de puissance, lui, il sera d'autant réduit. Et l'hiver suivant, donc on a un hiver beaucoup plus rigoureux, avec des périodes, on voit plusieurs pics qui descendent à -10 degrés et au-delà. Et là, on n'a plus un sol à 12 degrés, on a un sol à 6 degrés. Alors, par rapport à l'année précédente, où on avait un 7 degrés en sortie de pluie avec -5 extérieur, on ne pourra pas atteindre ce 7 degrés, puisque le sol lui-même est à 6. On est dépendant de cette température de sol. Et là, on a des pics à -10, on a un sol à 6, on sort à 0. Donc même à -10 et demi en l'occurrence, là c'est -10,55, on arrive à travailler entre guillemets sur un hors-gel. Donc c'est pareil, ça pour les systèmes de ventilation, c'est assez efficace pour cette fameuse mise hors gel. Ce qui est notable par contre sur ces trois campagnes d'observation, sur ces pics chauds et pics froids, c'est la régularité du delta. On peut considérer qu'un puits climatique, en fonction des dimensionnements qu'on préconise, vont générer entre 10, 12, voire 13 degrés de delta de température sur l'air extérieur. Et on peut très facilement calculer la puissance émise à ce moment-là. Là, on a un autre exemple. Donc on n'est plus à Colmar, on est à Massy-Palaiseau en Île-de-France, donc une grande zone d'activité commerciale. Ce puits climatique fait 2200 m3, donc c'est un showroom de 800 m2 avec baies vitrées. On a deux réseaux de 30 mètres, en diamètre 300, et à 90% implantés sous le bâtiment. Et la nature de sol, ce sont des marnes sèches. Donc on pourrait se dire de prime abord, c'est peut-être pas le meilleur sol en termes de gain énergétique ou en termes de puissance géothermique. On aime bien l'humidité par exemple dans le sol pour l'échange thermique. Donc là, marne sèche sous bâtiment en pleine Île-de-France. Donc là en orange, on a les températures extérieures, vous commencez à avoir l'habitude. En gris, la température de sol qu'on voit quand même relativement constante. Et en jaune, les températures en sortie des deux tuyaux de 300. Et là, voilà, on a un pic, un extrême à 35,6, un sol à 18, on sort à 24 degrés, on rentre à 24 degrés dans le système de ventilation. Qu'à cela ne tienne, on a encore un delta de 11,5, donc compris, comme je disais tout à l'heure, entre 10 et 12 sur l'air extérieur. On pourrait faire mieux en allant plus profondément, éventuellement en allongeant un petit peu les tuyaux, bien que le gain ne soit pas exponentiel. Et à cet instant précis, en bleu, la courbe que vous avez en bleu, c'est la production en kilowatts. Donc forcément, elle est fonction du delta de température. Et au moment de ce fameux 35,5 extérieur et 24 en sortie, on produit 7,58 kW de puissance de façon, encore une fois, gratuite. Et on assure le confort de ce magasin à 100% sur cette installation. Voilà, on accompagne aussi toutes les entreprises qui installent, donc j'aime bien montrer aussi les photos des équipes sur chantier, ce qui nous permet de répondre aux questions des entrepreneurs et ce qui me permet maintenant, puisque ce sont les dernières 5 minutes, de répondre à vos questions si vous en avez. Merci. Bonjour, merci pour cette présentation. J'aurais juste une petite question, curiosité.
Est-ce que vous auriez un ratio peut-être de mètres carrés de bureau et de mètres linéaires nécessaires pour le puits climatique? On le cherche partout, ce ratio-là. Et il est complexe. Je ne pourrais pas vous le donner. Ça dépend du nombre de personnes qu'on va avoir. Ça va dépendre du système de ventilation et de la typologie de bâtiment. Donc en fait, ces sujets sont tellement vastes qu'on n'a pas ce type de ratio. Ce que je peux dire par contre, c'est qu'on va être ce qui est très rapide, hein, on va être en monobranche, donc un seul tuyau d'une trentaine de mètres jusqu'à 1400 mètres cubeurs. Et toutes les tranches de 1400 mètres cubeurs, on va rajouter un échangeur d'à peu près une trentaine de mètres linéaires. Maintenant, si on se base sur 18 mètres cubeurs par tête, 25 mètres cubeurs par tête ou 35 mètres cubeurs par tête en fonction de ce qui est visé, un label BREEAM par exemple, on va être à 35 mètres cubeurs par tête, forcément on n'aura pas le même ratio pour le même bâtiment. Donc malheureusement, je ne peux pas vous donner ce type de réponse avec précision. Oui, bonjour. Sur votre dernier slide, vous avez dit que c'était des échangeurs qui étaient sous le bâtiment. Oui. Quel est l'intérêt de descendre à 2 mètres si on est sous le bâtiment? Alors d'abord, le bâtiment va avoir un rayonnement naturel. On le considère plutôt à 1 mètre autour des fondations. Ça, c'est la première chose. Donc on va essayer de se dégager de ce rayonnement. Et puis encore une fois, on va chercher à profiter de la masse thermique du sol. Donc forcément de s'éloigner quand même de la surface ou du rayonnement du bâtiment pour pouvoir bénéficier quand même des frigories caloriques qui viennent à 360 degrés autour du tuyau. Donc encore une fois, 2 mètres, c'est vraiment un minimum, qu'on soit sous quelque chose ou pas. Voilà, c'est vraiment de le mettre dans un environnement, je ne peux pas dire neutre, mais pérenne. Bonjour, merci, je vous remercie de votre présentation. J'ai une petite question. Est-ce qu'il y a des aides de l'État pour ce type d'installation? Non, pas encore. Pas encore. La problématique, c'est que c'était en RT 2012 n'était pas reconnu le puits climatique. Donc là maintenant, RE 2020, ça y est, c'est fait, après un long travail. Et la prochaine étape, effectivement, c'est d'aller chercher une subvention, en l'occurrence auprès de l'ADEME. Des travaux débutent. Maintenant, il va falloir mener aussi toute cette démarche. J'espère personnellement, d'ici 2 ans, voire 2 ans et demi, pouvoir avoir accès à ce type de subvention, en l'occurrence le fonds chaleur. Juste une petite question. Bien sûr. Bonjour. Vous avez des réalisations qui ont été faites sur des logements collectifs, des immeubles résidentiels? Merci pour cette question. Oui et non. Je suis normand en plus, donc je vais vous faire une bonne réponse de normand. Actuellement, on est en livraison de 72 bâtiments d'hébergement collectifs. Donc c'est un contrat de 3 ans qu'on a avec l'armée. Pour la simple et bonne raison, on a réussi cet exploit entre guillemets parce qu'on a un système de ventilation commun à tous les logements. La grosse difficulté en logement collectif, c'est la ventilation en fait. C'est pas l'intérêt du puits, il est intéressant, il n'y a pas photo, mais c'est juste que comme on individualise les systèmes de ventilation au sein des logements collectifs, l'hygro-réglable, la VMC, voilà, elle est indépendante. Comment on divise la facture énergétique quand on met un puits climatique pour tous les bâtiments? Tout le monde n'a pas la même notion de confort quand on est chez soi. Et une autre problématique en logement collectif, c'est que souvent on a de l'acquisition et de la location. Et là, ça complexifie encore beaucoup plus l'exploitation d'une source d'énergie comme le puits climatique pour être diffusée dans l'ensemble des logements. Donc là, la complexité, elle n'est pas due au puits climatique, mais plus à la promotion qui est faite autour et aux techniques de ventilation qu'on utilise, qui ne sont pas tout à fait adaptées. Et donc c'est la fin. Je vous remercie, je suis encore là quelques minutes si vous avez d'autres questions.